Connaissance. Recherche. Science. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bon, nous allons donc continuer sur les deux dernières conférences qui portent toutes les deux sur des côtés médicaux de l'imagerie. Ma première conférence sur l'imagerie multi-ondes vous montrera d'ailleurs par rapport au radar comment, en utilisant deux ondes plutôt qu'une, on peut imaginer des nouveaux procédés d'imagerie. Et je pense que ça va intéresser les gens de la communauté des radars de voir les points de vue qu'on a utilisés. Et puis il y aura la conférence de Jacques Souquet après la mienne sur un peu ce que sera l'imagerie médicale au XXIe siècle. Alors moi je vais vous parler de cette imagerie multi-ondes. Alors c'est théoriquement, ça vient à la suite des cours que j'ai faits les autres semaines, mais je vous rappellerai suffisamment de choses pour que vous n'ayez pas trop de problèmes. Alors, côté médical, vous savez qu'il y a une vraie révolution de l'imagerie médicale au courant du XXe siècle, et on peut se poser la question, que sera l'imagerie médicale du XXIe siècle, justement ? Et il y a aujourd'hui deux grands thèmes qui intéressent beaucoup les gens. Il y a ce qui s'appelle l'imagerie moléculaire, comment, en injectant des petites particules astucieuses dans le corps humain qui vont s'agglutiner sur des tumeurs, comment on peut marquer, donner un contraste très fort à ces tumeurs pour observer ces tumeurs. Et ça peut ne pas être que pour des tumeurs, ça peut être aussi pour mieux comprendre une imagerie fonctionnelle du corps humain. Mais ça nécessite d'injecter des produits dans le corps humain. Et puis, il y a ce que je crois être une voie d'avenir, qui est l'imagerie multi-ondes. Comment, en mélangeant deux types d'ondes, ou même trois types d'ondes, on peut obtenir des images qui ont le contraste d'une onde, mais la résolution spatiale d'une autre onde, et même le temps d'acquisition d'une troisième onde. Et donc, ça peut ouvrir beaucoup. Alors, une chose, juste pour vous rappeler, l'imagerie médicale a beaucoup changé, a beaucoup bougé depuis le XIXe siècle, à l'époque de la découverte des rayons X, jusqu'au XXe siècle. Et en fait, ce qui a vraiment fait les grands changements, ça a été d'une part l'introduction de l'ordinateur qui permet de faire des calculs énormes, alors qu'au début on faisait une image brute, il n'y avait que des aspects analogiques dans l'image. Maintenant, on peut voir un objet sous des tas d'angles et reconstruire. Et ça a été l'évolution de l'image rayon X de base à l'image des scanners rayon X. Et ce que ça apporte une dynamique énorme dans l'image. Au lieu d'avoir pratiquement deux états, noir ou blanc, on a maintenant tout un dégradé de teintes qui sont significatives d'un contraste. Et ça a été une grande amélioration. Ça, c'est sur les rayons X. Dans le domaine des ultrasons, moi, j'ai commencé à faire de l'imagerie médicale ultrasonore en 1975 même. Et en 1975, je peux vous dire que les images ultrasonores étaient vraiment médiocrissimes. Et ce qu'on a vu se dérouler au cours des 20 dernières années ou des 30 dernières années, c'est d'une part des images où la dynamique était bien meilleure, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de gris très variés, et surtout la résolution spatiale qu'on atteint en imagerie ultrasonore devient bonne. Ici, il y avait la colonne vertébrale d'un fœtus qui était difficile à observer, alors que maintenant on peut compter chaque vertèbre et voir beaucoup d'anomalies. Donc là, il y a eu aussi une amélioration due à la fois au détecteur des ondes ultrasonores, au type de traitement de formation de faisceaux bien focalisés, qui a permis d'exploiter une très bonne résolution spatiale avec une meilleure dynamique. Bon, on est content avec ça, mais ça ne suffit quand même pas pour tout diagnostiquer. Par exemple, si on prend l'imagerie ultrasonore, et si on s'intéresse non pas à repérer la morphologie d'un fœtus, mais si on cherche à diagnostiquer la présence, par exemple, d'une tumeur et savoir si cette tumeur est maligne ou bénigne, eh bien, si on utilise uniquement les ultrasons, qui sont un type d'onde, on est un peu déçu. Et par exemple, lorsqu'on veut faire de la détection de cancer du sein, on peut se retrouver avec 3 patientes qui donnent des images qui se ressemblent pas mal. On voit ici 3 zones pas normales sur l'image. Et
en fait, on peut se poser la question, est-ce que ce sont des tumeurs graves ou pas graves? Et en fait, si on fait des études plus nettes, en faisant des biopsies et pas mal d'autres études, on se rend compte que sur ces 3 images, l'une est une image de carcinome, et les 2 autres sont des images bénignes, l'une d'une lésion fibrotique et l'autre d'un kyste. Eh bien, pourtant, l'image ultrasonore a pratiquement la même tête dans les 3 cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de spécificité, on diagnostique la présence de quelque chose de pas normal, mais savoir si c'est grave ou pas grave, les ultrasons seuls sont bien incapables de le dire dans la plupart des cas. Alors, on peut aider le médecin. Il y a certaines morphologies d'images où on peut voir des zones qu'on appelle spiculaires ou d'autres, et ça permet au médecin de s'aider par rapport à l'image pour avoir une idée s'il y a un risque important, et on classe les patientes qui ont des problèmes au sein suivant une échelle de 5 valeurs à risque, à plus ou moins grand risque et tout. Mais ça reste extrêmement qualitatif. Et alors, vous savez qu'il y a eu une évolution ces derniers temps qui a été l'évolution pour améliorer la spécificité, c'est de faire ce qu'on appelle de l'imagerie multimodalité. L'imagerie multimodalité, ce n'est pas l'imagerie multi-ondes dont je vais parler, c'est une image où on obtient 2 images avec 2 appareils différents, une image par exemple morphologique qui donnera l'anatomie, et puis une image métabolique. Et donc il faut 2 appareils d'imagerie qui vont utiliser 2 rayonnements différents, et on va faire la superposition des 2 images, mais c'est une superposition que j'appelle linéaire. Il n'y a rien de... C'est nouveau de mettre les 2 ensemble, mais il n'y a pas de magie, et c'est seulement le cerveau du médecin qui, en voyant la superposition des 2 images, s'aidera pour le diagnostic. Et par exemple, vous savez que les images en mode PET sont des images qui donnent des informations sur la présence de cancer, et on peut faire, par exemple, ce qui s'appelle une superposition d'une image PET qui a une très mauvaise résolution spatiale, où les zones s'étalent sur plusieurs centimètres, ça c'est la résolution spatiale, mais apporte une information métabolique importante, et on peut superposer ça à une image de scanner à rayon X qui montrera l'anatomie assez bien, et ça permettra, en ayant ces 2 images côte à côte, et en les analysant, d'améliorer le diagnostic. On peut aussi mélanger du PET et de l'IRM, et maintenant, tous les grands constructeurs proposent des systèmes multimodalités. Alors là-dedans, il y a 2 types de rayonnements. Par exemple, il peut y avoir les rayons X ici, ou pour le MRI, il peut y avoir des ondes électromagnétiques, mais en plus, il y a les rayonnements ionisants qu'on utilise en PET, mais c'est une superposition de 2 images qui ont les défauts de chaque image, c'est-à-dire elles voient le contraste qu'une onde donne avec une certaine résolution spatiale, le contraste que donne la 2e onde avec une autre résolution spatiale, et en regardant les 2, on améliore le diagnostic. Alors, cette imagerie multimodalité, c'est donc la superposition de 2 types d'images obtenues chacun avec une onde unique. Et chaque fois, lorsqu'on fait une image, le principe pour faire une image, c'est d'envoyer une onde sur un milieu, ou de regarder les ondes qui sortent du milieu. Et on observe ces ondes. Et chaque fois qu'on envoie une onde sur un milieu, ou qu'on observe les ondes qui sortent du milieu, cette image va vous donner un contraste. Par exemple, vous pouvez vous intéresser à une image de la densité volumique des tissus. Vous pouvez vous intéresser à une image de l'absorption optique. Pour la couleur rouge, quelles sont les parties du corps humain qui sont très absorbantes? Vous pouvez vous intéresser à l'image de l'impédance électrique des tissus, de la conductivité électrique. Si je connaissais la conductivité électrique des tissus tous les millimètres cubes, ce serait pas mal. Vous pouvez vous intéresser à une image de la compressibilité volumique. Ça, c'est ce qu'apportent les ultrasons. Vous pouvez vous intéresser à une image du module de cisaillement, de la viscosité ou de la concentration d'un marqueur. Chaque image vous apporte un contraste qui peut être dans cette série de contrastes. Il y en a d'autres, mais je vous en montre ici quelques-uns. Ça peut être les contrastes des images. Et chaque fois que vous avez une image, vous avez un contraste, et donc une certaine dynamique là-dessus, qui va vous dire quand est-ce que la densité est grande ou petite, etc. Et puis chaque image aussi vous donne une résolution spatiale. La résolution spatiale, ça vous dit en fait la taille du pixel informatif. Ça vous dit je peux distinguer 2 zones à 2 mm l'une de l'autre qui n'ont pas la même densité. Et cette résolution spatiale, elle dépend directement des lois de la physique des ondes et des détecteurs dont vous disposez. Et donc, vous vous retrouvez, chaque fois qu'il y a une onde unique, un contraste, une résolution spatiale. Quand il y a 2 ondes, 2 contrastes, 2 résolutions spatiales, mais chaque fois
chacune des images a le défaut de son onde. Et alors, si vous regardez bien le problème de la résolution spatiale, qui est très important pour comprendre quelle est la précision des images que vous pouvez obtenir. Vous pouvez définir une résolution spatiale que j'appelle delta, qui va être la petite cellule sur laquelle vous êtes capable de faire une mesure avec une certaine précision. Et cette résolution spatiale, elle dépend, quand vous utilisez une onde, principalement de la longueur d'onde, mais pas toujours. Et en fait, quand on analyse ça de plus près, en fait, on trouve qu'il existe 3 distances clés qui vont vous donner la résolution spatiale d'un appareil d'imagerie. La distance la plus importante, c'est la longueur d'onde. Mais il y a 2 autres distances. À quelle distance j'observe mon objet? Est-ce que je suis à 10 cm de cet objet ou à 1 mm? Et donc, c'est la distance d'observation. Et il y a une troisième chose. Pour un certain type d'onde qui n'arrive pas à se propager en ligne droite, c'est ce qu'on appelle le libre parcours moyen. Quand vous envoyez de la lumière rouge, par exemple, dans le corps humain, eh bien, la lumière rouge va essayer de se propager. Elle a une longueur d'onde très petite, du micron, mais la lumière rouge ne va pas se propager en ligne droite, elle va diffuser. Et la lumière, au bout d'un certain temps, d'une certaine distance, va perdre la mémoire de sa direction originale. C'est ce qu'on appelle le libre parcours moyen. Et donc, en fait, quand vous regardez tous les systèmes d'imagerie médicaux qui utilisent n'importe quel type de rayonnement, il y a 3 types de distances: longueur d'onde, distance d'observation et libre parcours moyen. Et il faut comprendre, dans tous les systèmes qu'on propose aux médecins, comment ces 3 distances s'alignent l'une par rapport à l'autre. Et alors, il y a un premier groupe d'appareils dans lequel la distance d'observation est plus petite que la longueur d'onde. C'est-à-dire, vous allez envoyer une onde qui a une grande longueur d'onde, qui peut être de l'ordre du centimètre ou même du mètre ou du kilomètre, et vous allez essayer d'observer des objets dans ce qu'on appelle le champ proche. Et ça, c'est une grande gamme d'appareils d'imagerie. On appelle ça de l'imagerie en champ proche. La longueur d'onde est grande, et vous cherchez à observer des choses beaucoup plus près que la longueur d'onde. Et dans cette famille d'appareils qui font de l'imagerie en champ proche, il y en a pas mal. Il y a, par exemple, toutes les méthodes qu'on appelle en optique de near field, de champ optique proche, où on veut faire des images de microscopie avec une super résolution. Il y a toutes les méthodes électromagnétiques de EEG ou de MEG, parce que les longueurs d'onde des ondes électromagnétiques émises par le cerveau ou que peuvent émettre des électrodes que vous mettez sont des longueurs d'onde énormes, de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Et donc, quand vous allez observer ces rayonnements à 10 cm, vous êtes en champ proche. Il y a aussi tout ce qu'on appelle l'imagerie d'impédance électrique. Vous mettez des électrodes sur un patient, vous envoyez des tensions, des courants, et vous mesurez les tensions. Et vous avez des tas d'électrodes qui vous mesurent des tas de couples tension-courant, et vous essayez de trouver ce qui s'appelle l'impédance du corps humain. Mais les ondes que vous envoyez sont des ondes électromagnétiques de basse fréquence qui ont des longueurs d'onde du kilomètre. Et puis, il y a beaucoup de manips de tomographie qui rentrent dans ce domaine du champ proche. Donc, tous les gens qui travaillent en champ proche, la résolution spatiale qu'on va trouver ne dépend pas de la longueur d'onde. En fait, la résolution spatiale en champ proche, c'est en fait la distance d'observation. C'est-à-dire, si vous observez quelque chose qui est à 1 cm, vous êtes capable de distinguer 2 objets à 1 cm l'un de l'autre. La résolution spatiale sera de l'ordre de la distance d'observation. Et un bon exemple de ça, c'est mon ami David Isaacson ici, qui s'est entouré le corps d'électrodes. Il fait ce qui s'appelle de l'imagerie d'impédance électrique, et il applique des différences il envoie des courants sur chacune des électrodes, il mesure les différences de tension, et il a accès à ce qui s'appelle une matrice d'impédance, et il essaye de reconstruire après la conductivité électrique de l'intérieur du corps, et vous voyez qu'il arrive à trouver que la conductivité électrique de son cœur n'est pas la même que le reste, mais l'image est vraiment à une mauvaise résolution, mais elle vous apporte une information électrique intéressante. Les images en champ proche donnent des mauvaises résolutions, mais elles peuvent vous donner des contrastes très intéressants. Maintenant, il y a un autre domaine. Lorsque cette fois-ci vous utilisez une longueur d'onde pas très grande et que vous voulez observer votre milieu sur des distances z nettement plus grandes que la longueur d'onde. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait avec les ultrasons. Vous avez une longueur d'onde du millimètre, vous envoyez des ondes dans le corps humain qui vont se propager sur des centimètres. Et si la propagation se fait de manière cohérente, c'est-à-dire si les ondes gardent leur direction d'origine, si vous êtes à une distance moins grande que le libre parcours moyen,
alors vous êtes dans une imagerie qu'on peut appeler cohérente, où vous avez de la propagation cohérente d'ondes. Et dans ce cas-là, si vous regardez, par exemple, les ultrasons, c'est un régime où les ondes se propagent de façon cohérente, elles se propagent sur des distances z qui sont des centaines de longueurs d'onde, mais les ondes gardent la mémoire de leur direction initiale. Les rayons X, c'est aussi des images parfaitement cohérentes. L'OCT, qui est une espèce de tomographie optique qui permet de faire des images de microscopie très astucieuses, exploite la propagation cohérente des ondes. Et là, dans ce cas-là, la résolution, ce ne sera pas la distance à laquelle sont les objets, la résolution, ce sera la longueur d'onde. La résolution spatiale, c'est la longueur d'onde. Et l'image que je vous montrais ici des vertèbres d'un petit fœtus vous montre bien la résolution millimétrique que vous observez. Ça, c'est pour la propagation cohérente des ondes. Maintenant, il y a un troisième type d'ondes qu'on peut envoyer dans le corps humain. C'est des ondes qu'on envoie, mais qui perdent leur direction initiale très vite, et c'est ce qu'on appelle le régime diffusif. C'est le régime dans lequel, cette fois-ci, le libre parcours moyen, L, est plus petit que la distance d'observation. C'est-à-dire vos ondes ont perdu toute direction d'origine, et vous êtes dans ce qu'on appelle le régime diffusif. Et ça, c'est le régime qu'on a en optique profonde. Lorsque vous envoyez un faisceau de lumière à l'intérieur du corps humain, il perd toute direction, et vous voyez un espèce de brouillard de lumière qui ressort du corps humain, et vous essayez de faire des images. Et là, l'image a une mauvaise résolution. Ce n'est pas la longueur d'onde qui va donner ni même le libre parcours moyen. Habituellement, vous retrouvez ce problème que la résolution est de l'ordre de Z, de la distance d'observation. Par exemple, vous pouvez envoyer de la lumière dans un sein et observer la façon dont diffuse l'information qui revient du sein en ayant des fibres optiques qui mesurent ce qui revient. Et vous pouvez utiliser des algorithmes de tomographie et vous pourrez trouver qu'il y a une zone où l'absorption optique n'est pas normale. Et vous allez trouver des images intéressantes d'absorption optique, mais qui ont une résolution mauvaise, de l'ordre de quelques centimètres. Donc vous vous retrouvez avec ce panoplie de méthodes d'imagerie. Je ne les ai pas toutes citées, mais en gros, il y a toute la philosophie des méthodes d'imagerie qui est là. Et vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces images qui sont chacune obtenues avec un type d'onde? Et là, c'est vraiment le physicien qui peut apporter une solution, en se disant, est-ce que je peux marier de façon non linéaire deux ondes? Par exemple, j'ai une onde que j'envoie qui va sentir un contraste intéressant pour le diagnostic, une onde qui va me donner soit la couleur des tissus, ça ce serait utile, mais où j'ai une résolution spatiale parfaitement immonde de 5 cm, ce n'est pas une image très intéressante. Ça, c'est une onde que j'envoie. Maintenant, si j'essaye de la marier avec une deuxième onde qui, elle, me donne une bonne résolution spatiale, par exemple de l'ordre du millimètre, ou même du dixième de millimètre, mais si cette onde ne sent qu'un contraste peu intéressant, est-ce que je ne peux pas marier deux ondes pour obtenir une image nouvelle, mais à travers une interaction très non linéaire, qui va me donner le contraste d'une image, mais avec la résolution spatiale de l'autre onde? Est-ce que je peux faire ça? Et lorsque... Mauvais ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que... Vous m'excusez, là, j'ai un petit problème. Quoi? Ah oui, en fait, j'ai tout simplement oublié de connecter ça. Voilà. Bon, alors, on espère que... Oui. Alors, je relance. Désolé, on a quelques effets aujourd'hui d'informatique. Bon, attendez, là... oui, ça se recharge. Je vois ici des petites choses. J'ai peur qu'on va avoir un petit moment pénible. Oui, j'ai mon câble qui s'est décroché. Là, je relance. Bon, ça va arriver. Là, ça commence à venir sur mon écran. Bon, donc j'en étais à cette idée, comment coupler deux ondes pour obtenir le contraste d'une onde, mais avec la résolution spatiale de l'autre onde. Alors, reprise de Windows, c'est en train d'essayer. Bon, Jacques, c'est toi le dernier, je pense que tu vas avoir le même effet. Oui, bon. Alors...
Voilà, c'est en cours de reprise, c'est bon signe. Voilà. Et là, on va voir où ça va me ramener. Non, pas mal, ça me ramène juste où il faut. Voilà. Et alors, ce concept, en fait, de marier deux ondes, on a fait, avec Michael Tanter, on a réfléchi à ce que tous les physiciens avaient essayé d'imaginer pour améliorer l'image médicale. Et on s'est demandé quels étaient les scénarios que les gens ont utilisés pour faire de l'imagerie multi-ondes. En fait, il y a 3 scénarios qu'on a trouvés. Vous verrez que le dernier scénario, c'est le nôtre, c'est ce qu'on appelle la transiente élastographie, mais vous verrez que les 2 autres scénarios sont aussi intéressants. Et comment marier 2 types d'ondes? Alors, première idée, vous avez une onde que vous envoyez dans le corps humain, et son interaction avec le corps humain crée un deuxième type d'onde. Alors, par exemple, ça peut être l'exemple de ce qui s'appelle l'imagerie photoacoustique, dont Claude Boccara vous a parlé. L'idée, c'est que vous allez envoyer une onde rouge, c'est une onde de lumière, ça c'est de la lumière, vous allez envoyer ça dans le corps humain, et si quelque part il y a une zone qui absorbe la lumière, eh bien, ça va élever la température de cette zone d'une façon très brève, et en élevant la température, ça va faire craquer la zone qui va émettre du son. Donc vous aurez envoyé une onde rouge qui, par effet photoacoustique, va localement créer un son. Donc le contraste que vous allez obtenir sera un contraste de lumière. Les zones absorbantes pour la lumière rouge vont créer du son, mais par contre les ondes qu'on va recevoir, ce seront des ondes sonores ou ultrasonores, et on pourra les recevoir avec des capteurs ultrasonores, et on pourra après reconstruire l'origine de ces sons avec la résolution des ultrasons, qui sera du millimètre, bien qu'on a envoyé de la lumière optique, mais le contraste sera un contraste d'absorption optique. Donc on pourra mesurer un contraste d'absorption optique avec la résolution des ultrasons. Ça, c'est une imagerie photoacoustique. Il y a un deuxième type d'opération qu'on peut faire, c'est taguer une onde par une deuxième onde. Le mot taguer est bien à la mode. Et là, l'idée, c'est que, et c'est au moins 2 méthodes, les méthodes qu'on appelle non pas photoacoustiques, mais acousto-optiques, et comment l'imagerie d'impédance électrique pourrait être taguée par ultrasons. Et là, l'idée est la suivante. Vous envoyez dans le corps humain un faisceau d'ultrasons bien focalisé, parce qu'on sait focaliser les ultrasons avec une résolution largement du millimètre, et ce faisceau va osciller à une fréquence ultrasonore, et là-dedans, vous allez en même temps envoyer une onde de lumière. Ça, c'est une onde optique, et cette onde va se promener en régime diffusif, ça veut dire qu'elle va perdre toute direction, mais quand cette onde va passer par le point bleu, à l'endroit où elle passe par le point bleu, elle acquiert une oscillation à la fréquence des ultrasons. Et si maintenant vous observez cette onde qui est passée par le point bleu, qui a été modulée par les ultrasons, et si vous démodulez la fréquence ultrasonore, vous reconnaissez dans l'onde que ce qui est passé par ce point. Donc ça, c'est une autre façon, en taguant une onde optique, d'avoir une information sur le contraste optique, mais avec la résolution des ultrasons. Et après, il faudra déplacer le point par point, et balayer toute une zone. Ça, ce sont les méthodes photoacoustiques ou acousto-optiques qui mélangent 2 ondes et qui peuvent vous donner un contraste optique, mais avec la résolution des ultrasons. Pour ce qui est de l'imagerie d'impédance électrique, le contraste et la résolution est très mauvaise aujourd'hui. La conductivité est mesurée avec des résolutions de l'ordre de plusieurs centimètres. Si vous rajoutez des ultrasons pour marquer les tissus, vous pouvez espérer peut-être faire des images de conductivité électrique dans le futur avec la résolution des ultrasons. Ça n'est pas encore fait. On fait ça au labo et il y a plusieurs équipes qui font ça. Mais maintenant, il y a un 3e type, et dont je vais parler pas mal, c'est quand vous avez 2 ondes, si une première onde se propage relativement lentement et peut être filmée en utilisant une 2e onde qui se propage beaucoup plus vite, alors vous avez un film d'une onde par une 2e onde. Et c'est nouveau, c'est faire le film d'une onde. Et le principe de la transiente élastographie repose là-dessus. Vous allez avoir ici un organe dans lequel vous allez envoyer une onde, qui sera une onde de cisaillement, qui a une très grande longueur d'onde, qui avance très lentement. Et cette onde, on va la filmer en utilisant des ultrasons. Et on aura accès à un film qui sera le film de la première onde filmé par la 2e onde. Et quand on a ce film, après, on observe ce film, et ce film a quelque chose de magique, c'est que c'est un cas unique où on peut observer le film d'une onde partout à l'intérieur du corps, et on peut observer ce qui s'appelle le champ proche de l'onde. L'onde lente a une grande longueur d'onde, et on peut filmer le champ proche, c'est-à-dire qu'on peut filmer près d'un organe, à moins d'une longueur d'onde, comment l'onde se déforme.
et on a accès comme ça à ce qui s'appelle de la super résolution. Et on peut faire des images en mode super résolution. Et je vais vous montrer ça dans la suite. Alors, transient élastographie, ou comment imager les propriétés élastiques des tissus, c'est un exemple de ce dernier exemple d'imagerie multi-ondes. Alors, l'idée dont il faut se rappeler, c'est que lorsqu'un médecin fait de la palpation dans le corps humain, j'avais expliqué ça dans un de mes cours sur l'imagerie ultrasonore, un médecin, lorsqu'il essaye de voir l'élasticité des tissus, il mesure ce qui s'appelle le module de Young des tissus. C'est le rapport entre la contrainte normale que vous appliquez et la déformation, et c'est le module Young. Et ce module Young des tissus, c'est ce qu'on mesure lorsqu'on pince les tissus, et on voudrait bien faire une image de ce module Young avec une résolution millimétrique, et ce serait très utile pour le médecin. Alors, quand le module Young définit l'élasticité des solides, mais il y a aussi deux autres modules qui définissent l'élasticité des solides, qu'on appelle les modules de Lamé, lambda et mu, qui ont un sens physique un petit peu différent de ce module Young. Le module Young, c'est quand on écrase d'un côté. Lambda, en fait, il y a un module qui s'appelle K, qu'on appelle le module de compressibilité, qui est, j'en ai parlé la dernière fois, quand vous essayez d'écraser un tissu de tous les côtés à la fois, en appliquant une surpression de tous les côtés, vous regardez de combien le volume du tissu change. C'est ce qu'on appelle le module de compressibilité volumique, et il dépend de ces lambda et mu à travers K égale lambda plus de mu. Et tous les tissus sont ce qu'on appelle des tissus mous, mais ils ont beau être mous, ils sont quasi incompressibles. C'est-à-dire, si on les écrase de tous les côtés à la fois, on n'arrive pas à changer leur volume. Et le module K change très peu d'un tissu à l'autre, il est très élevé, il est de l'ordre de 10 puissance 9 pascal. C'est-à-dire qu'il faudrait descendre un bout de tissu très profond dans la mer pour voir son volume changer un tout petit peu. Dès qu'un tissu est mou et plein, il est pratiquement incompressible. Et il y a un deuxième module qui s'appelle mu, qui est le module de cisaillement. C'est très facile d'appliquer un effort de cisaillement sur un tissu, il se déforme très vite, et ce module de cisaillement pour les tissus est faible, de l'ordre du kilopascal comparé au gigapascal, et ça veut dire que c'est très facile de cisailler tous les tissus mous, alors que c'est très difficile de les compresser. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous connaissez K, ou lambda plus 2 mu et mu, le module Young, en gros, c'est 3 fois mu fois tout ça. Comme lambda est énorme comparé à mu, ou K est énorme comparé à mu, eh bien, ça se simplifie, et il y a une relation très simple qui vous dit que le module Young, c'est 3 fois le module de cisaillement. Donc, si vous voulez imaginer un appareil qui fait une imagerie d'élasticité des tissus, il suffirait de faire une imagerie, non pas du module Young, mais du module de cisaillement. Et maintenant, c'est là que l'imagerie multi-ondes va arriver, parce que le fait qu'il y ait deux modules, l'un de compressibilité, l'autre de cisaillement pour les tissus, fait qu'il y a deux types d'ondes qui se propagent dans les tissus. J'en avais parlé la dernière fois, mais je le rappelle, il y a exactement comme en sismologie, comme dans le topo de Jean-Paul Montagnier, il y a des ondes de compression et des ondes de cisaillement. Et les ondes de compression se propagent à une vitesse qui dépend du module de compressibilité, et les ondes de cisaillement se déplacent à une vitesse qui dépend du module de cisaillement. Et quand on regarde la vitesse des ondes de compression, c'est racine de K sur ρ, la densité volumique. K est énorme, donc la vitesse des ondes de compression, c'est 1500 mètres par seconde. C'est les ultrasons qu'on envoie dans la mer, ou du son qu'on envoie dans la mer, ça se promène à 1500 mètres par seconde. Par contre, les ondes de cisaillement, qui sont les ondes qui font des dégâts, elles, en sismique, par exemple, ces ondes de cisaillement, elles se propagent très lentement, racine de mu sur ρ, et comme mu, c'est des kilopascals. Et si vous regardez la valeur de la vitesse C, ben, ça va être de l'ordre du mètre par seconde. Et la chose intéressante, c'est que les tissus, suivant leur pathologie, K ne change pas d'une pathologie à l'autre, par contre mu change beaucoup. Prenez un tissu sain, mesurez son module de compressibilité K, vous trouvez 10 puissance 9. Après, hachez ce tissu, passez-le dans une centrifugeuse et remesurez le module de compressibilité des tissus après centrifugation. C'est toujours 10 puissance 9. Le module de compressibilité ne s'intéresse pas aux forces d'adhésion entre cellules, il ne sent rien de tout ça. Par contre, prenez un tissu, un carcinome, mesurez son module de cisaillement, passez-le après dans une moulinette pour casser toutes les liaisons entre cellules et mesurez son module de cisaillement après, ça n'a plus rien à voir.
en fait, les forces d'adhésion entre cellules dictent non pas le module de compressibilité, mais le module de cisaillement. C'est pour ça qu'il serait extrêmement intéressant de faire l'image du module de cisaillement des tissus, parce que ça apporterait au médecin une information très intéressante. Et c'est là qu'on a cette chance énorme, c'est que le corps humain, qui est un exemple de tissu mou, permet d'avoir deux types d'ondes qui se propagent à deux vitesses qui n'ont rien à voir. L'une va 1000 fois plus vite que l'autre. Et ça, c'est un peu unique dans les annales pour ce qui est des ondes mécaniques. Et lorsque vous envoyez des ultrasons dans le corps humain, quand on fait de l'échographie, comme je l'avais expliqué dans mon cours sur l'échographie, alors aux fréquences des ultrasons, il n'y a que les ondes de compression qui se propagent. Si vous essayez de cisailler des tissus à une fréquence de 5 MHz, qui est une fréquence typique des ultrasons, la viscosité fait que les ondes de cisaillement ne se propagent pas. On ne peut propager dans les tissus aux fréquences ultrasonores que des ondes de compression. Et par exemple, si vous prenez une fréquence de 5 MHz, qui est typiquement utilisée en médecine, la longueur d'onde pour une onde qui va à 1500 mètres par seconde, c'est 0,3 mm. C'est pour ça que les ultrasons permettent de faire de l'imagerie cohérente à grande distance avec des résolutions de l'ordre du millimètre. On est très content. Mais le contraste qu'on obtient n'est pas intéressant parce que la compressibilité des tissus, d'un tissu cancéreux ou d'un tissu sain, est la même. Et donc on voit juste un petit bruit dans l'image et on voit très peu de contraste. Maintenant, les ondes de cisaillement sont bien plus intéressantes. Pour envoyer des ondes de cisaillement dans le corps humain, je suis obligé de ne plus envoyer des ultrasons, je suis obligé de baisser en fréquence. Et ce que je peux envoyer dans le corps humain, c'est seulement des sons. Il n'y a que le son qui se propage dans le corps humain sous forme d'onde de cisaillement. Et si je veux envoyer une onde de cisaillement qui se propage, par exemple, qui traverse tout le corps humain, sur 10 cm, ben, je ne peux pas envoyer des ondes à des fréquences plus élevées que 200 Hz. Ça, c'est vraiment sonore. Et si je pense à une vitesse des ondes de cisaillement de l'ordre du mètre par seconde, comme ce qu'on a dans le foie, ben la longueur d'onde, c'est 2 cm. Et donc, on se retrouve avec le dilemme, une onde qui a une très bonne longueur d'onde, très bonne résolution spatiale, mais un contraste inintéressant, une autre onde qui, par contre, a un contraste super intéressant, qui intéresse le médecin, mais qui a des longueurs d'onde centimétriques. Comment combiner ces deux ondes pour faire quelque chose de bien ? Et d'abord, comment produire les ondes de cisaillement ? Première méthode, le coup de poing. Le coup de poing, c'est d'ailleurs le premier appareil qu'on avait créé, qui a donné naissance à une société qui s'appelle Ecosens, qui crée un appareil qui s'appelle le FibroScan, où on donne un petit coup de poing dans le foie, et ça envoie une onde de cisaillement, et on mesure avec les ultrasons la vitesse de l'onde de cisaillement, mais globale. Et donc ça, c'est la première méthode pour créer des ondes de cisaillement dans le corps humain. Elle n'est pas très élégante, mais on n'est pas obligé de donner un grand coup. On peut donner un coup de quelques dizaines de microns. Ça suffira pour créer une petite onde de cisaillement. Et si la fréquence est assez basse, ça pourra se propager sur plusieurs centimètres. Maintenant, deuxième méthode, on profite du corps humain et du cœur. Le cœur est en train de créer des séismes perpétuels. À chaque fois que les valves se referment et tout, ça crée des ondes de cisaillement qui se promènent dans le cœur et qui peuvent même sortir un peu du cœur. Bon, ça c'est une autre façon. Il y a une troisième façon, c'est de chanter ou de parler. Quand je parle, je crée des ondes de cisaillement basse fréquence qui circulent par ici, et donc elles sont là. Bon, mais tout ça, c'est pas très pratique. Ça peut être pratique dans certains cas, mais nous, physiciens qui est un peu ingénieurs, on aime bien dominer ce qu'on fait. Et donc, il y a une quatrième façon de créer des ondes de cisaillement dans le corps humain, c'est de créer des microséismes à distance dans le corps humain en utilisant un phénomène qui s'appelle la pression de radiation ultrasonore. Ça, c'est un phénomène magnifique, très joli, qui est un phénomène non linéaire, où vous envoyez une onde ultrasonore à l'intérieur du corps humain, et cette onde ultrasonore va créer, par un phénomène de rectification, c'est-à-dire, bien qu'elle oscille à une fréquence, disons, de 1 MHz, elle va créer une composante à une fréquence nulle, c'est-à-dire elle va créer du continu, elle va créer une poussée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un transducteur piézoélectrique que vous mettez dans de l'eau. S'il y a un aquarium et si vous focalisez le transducteur à la surface de l'eau, vous voyez un jet d'eau qui sort, comme s'il y avait une poussée qui sort. Ça, c'est Langevin qui a découvert cette pression de radiation ultrasonore. Et on peut maîtriser soi-même un faisceau d'ultrasons pour le focaliser dans une zone et envoyer pendant un temps assez long ce faisceau pour créer une poussée qui va créer un microséisme qui va pousser les tissus de quelques microns. Et quand ces tissus vont revenir à l'équilibre, ça va créer une onde de cisaillement. On verra que ça peut servir. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode de transient élastographie ? C'est une méthode, en fait, où l'idée, c'est de générer une onde de cisaillement basse fréquence et de la filmer avec une onde ultrasonore de haute fréquence. Et si, par exemple, vous créez une onde de cisaillement basse fréquence qui se propage à une vitesse de 2 mètres par seconde, si vous voulez filmer le front de l'onde, tous les millimètres,
il faut que vous ayez une caméra qui vous image le milieu au moins 2000 fois par seconde. Si vous êtes capable de faire 2000 images par seconde, vous allez voir que les tissus vont bouger. Entre deux images consécutives, vous allez voir le front avancer. Et si vous pouvez suivre millimètre par millimètre le front, vous allez pouvoir localement mesurer la vitesse de propagation de l'onde avec tous les millimètres. Et donc, il faut avoir un appareil qui fasse de l'imagerie ultra rapide pour filmer les ondes de cisaillement. Alors, donc, on a fabriqué cet appareil. Au début, on l'a fabriqué au labo à partir d'un miroir à retournement temporel dont on a modifié l'électronique pour faire un appareil qui, lorsqu'on place la sonde sur le corps humain, fait 20 000 images par seconde du corps humain, jusqu'à 20 000 images par seconde du corps humain. Et cet appareil, c'est cette énorme armoire qu'on a fabriquée dans les années 97, qui nous a permis d'observer pour la première fois, quand on a donné des coups, l'évolution de ces ondes de cisaillement et de pouvoir les filmer. Et alors, pour que cet appareil marche, donc le principe de cet appareil, c'est qu'on a une sonde, une barrette de transducteur piézoélectrique, qui, elle, va avoir, grâce à une modalité électronique astucieuse, une capacité de faire une image. Ici, c'est toutes les millisecondes, mais on va dire jusqu'à 10 000 images par seconde. Et ce même appareil, dans une première phase, va soit donner un coup sur le corps humain pour créer une onde de cisaillement basse fréquence, et puis on va filmer l'onde de cisaillement avec l'appareil. Donc l'appareil va servir aux deux. Et alors, pour faire de l'imagerie ultra rapide, ça c'était la nouveauté qu'on a apportée avec le retournement temporel, quand on fait une image avec une barrette de transducteurs piézoélectriques, vous savez qu'il faut un certain temps pour faire une image ultrasonore. Vous avez, disons, 128 transducteurs piézoélectriques, et d'abord vous envoyez un faisceau qui éclaire une zone. Et puis, vous écoutez les échos. Ça, c'est le principe de l'imagerie échographique. Puis après, pour faire une image, il faut faire d'autres zones. On va envoyer un deuxième faisceau, on va écouter les échos, puis on va envoyer un troisième faisceau, un quatrième faisceau, un cinquième faisceau. Et si vous voulez faire une image de 128 lignes, il faudra faire 128 faisceaux. Et il faut attendre le temps d'aller-retour des échos. Et après, si vous avez plusieurs profondeurs focales, ça va prendre encore plus de temps. Et en gros, vous pouvez faire 50 images par seconde avec un échographe. Nous, on voulait faire un échographe qui fait non pas 50 images par seconde, mais 5000 ou 10 000 images par seconde. Donc, adieu la focalisation en émission. On ne va pas focaliser les faisceaux en émission. Et donc, on a choisi de faire un échographe qui est basé sur le principe de l'holographie, mais l'holographie à large spectre. On va éclairer le milieu par une onde plane. On envoie une onde plane qui éclaire tout le milieu. Et chaque fois qu'il y a un petit diffuseur qui renvoie un écho, on capte les échos. Et chaque transducteur a un convertisseur analogique digital, une mémoire électronique géante, et tous ces échos sont mis dans la mémoire. Et dans la mémoire, une fois que tout est mis dans la mémoire, on fait une petite opération magique. Comme on connaît la vitesse des ultrasons dans le corps humain, c'est 1520 mètres par seconde, eh bien, dans la mémoire, on va faire l'opération de retournement temporel de ces échos et on va les repropager dans un milieu où la vitesse du son est 1520 mètres par seconde. C'est exactement comme ce que Jean-Paul Montagnier a montré tout à l'heure. Dans la Terre, si on connaît la vitesse des couches de Terre, si on enregistre un tremblement de terre, on peut le retourner temporellement dans un bon modèle de Terre. Et on peut retrouver l'origine de... Et là, on fait ça et ça vous donne une image. Donc là, vous faites un tir. Ça prend un 5 millième de seconde de capter les informations et un retournement temporel vous donne l'image. Donc la cadence est passée à 5000 images par seconde. Je remonte, alors on passe, donc on a des grandes cadences. Alors je ne vous remonte pas le principe de l'imagerie, mais c'était là, on rentre dans le retournement temporel et on reconstruit dans l'ordinateur, par des techniques de corrélation qui simulent la propagation inverse, l'image. Et l'image qu'on observe, donc maintenant c'est 5000 images par seconde, et ces images sont bourrées de petites taches. Voilà une image. Vous voyez toutes ces petites taches, c'est ce qu'on appelle le speckle, qui vient du fait que les organes sont bourrés de petits diffuseurs, et chaque petit diffuseur vous renvoie un petit écho. Et donc, vous avez des images, vous avez l'impression de voir du bruit, mais vous allez voir ce bruit vibrer 5000 fois par seconde. Alors, au début, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? Le premier appareil, on a pris un vibreur, on a collé notre réseau de transducteurs piézoélectriques sur le corps humain, et on a donné un coup. Et ce coup crée une onde de cisaillement. On va taper sur un fantôme de tissu. Et cette onde de cisaillement va se propager à des vitesses de l'ordre du mètre par seconde. Et en même temps, on va filmer tous les échos qui reviennent très vite. Et si on fait le film des échos bruts, c'est ce qu'on appelle le speckle, on va voir par exemple que lorsque l'onde se propage, on voit des zones qui bougent. Et vous voyez ici une ligne de tir, c'est la ligne à une certaine profondeur, et on voit que les échos bougent, et on peut mesurer par intercorrélation entre lignes de combien se déplacent les tissus
toutes les millisecondes. Et ça va vous donner ce qu'on appelle le champ des déplacements de l'onde acoustique, de l'onde élastique, et on va pouvoir le filmer. Et pour faire ça, on utilise des algorithmes d'intercorrélation entre échos consécutifs qui vont vous dire à chaque profondeur de l'image de combien les tissus ont bougé. Donc on verra des zones où les tissus bougent de 2 microns, d'autres où ils bougent de 10 microns, d'autres de 15 microns, et on pourra filmer tout ça. Et lorsqu'on filme tout ça, on peut faire un film après du déplacement, on donne un coup sur un fantôme, et ici on a une image, ici il y a 1000 images par seconde, et on voit une onde qui est l'onde de cisaillement qui se balade. Elle est passée à travers une espèce d'inclusion où la vitesse n'était pas la même. Le film est très compliqué, on voit ce film. Quand vous avez ce film, vous avez filmé l'onde de cisaillement à l'intérieur du corps humain grâce aux ultrasons avec une résolution de l'ordre du millimètre. Quand vous avez ce film, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce film représente ce qu'on appelle le champ des déplacements, qui vérifie une équation d'onde qui s'écrit comme ça. Ici, il y a ce qui s'appelle le terme de compression, c'est la partie qui va très vite, à 1500 mètres par seconde. Et ici, la partie qui vous intéresse, qui est la partie de cisaillement. Et comme vous filmez partout une des composantes qu'on appelle UZ, c'était la composante du déplacement sur la direction Z, comme les ondes de compression vont très vite, le film que vous voyez est en fait seulement un film de l'onde de cisaillement. Et sur la composante Z, si vous barrez ce champ, vous avez localement ça pour la composante Z égale à ça pour la composante Z. Et vous avez ce qui s'appelle une équation d'onde locale. Et il suffit que dans votre film, que vous avez vu tout à l'heure, dans ce film, il suffit que pour chaque point, j'étudie au cours du temps les dérivées temporelles du champ et les dérivées spatiales. Et en faisant la mesure des dérivées temporelles et spatiales, je peux calculer ce qui s'appelle le Laplacien de mon champ, et je peux calculer les dérivées secondes, et je peux faire un algorithme d'inversion qui consiste, à partir de ce film, à calculer en chaque point la dérivée temporelle d'ordre 2, que je divise par les dérivées spatiales d'ordre 2. Et ça me donne mu, le module de cisaillement. Le truc magique que j'ai envie d'avoir, puisque ça intéresse le médecin quand il fait de la palpation. Et alors, quand vous prenez une image d'échographie pure d'un fantôme de tissu biologique, cette image, c'est que des grains de speckle qui venaient du fait qu'il y avait des diffuseurs partout, mais l'image n'a pas de contraste. Là, il y avait une zone dure, là, une zone molle. L'échographie ne voit rien. Mais quand vous observez le film de l'onde de cisaillement là-dedans, et quand vous décodez le film, ça vous donne une image du module de cisaillement. Ici, vous mesurez en kilopascal la valeur du module de cisaillement. Bon, donc ça, c'était il y a 10 ans, on étudiait ça au labo, on a fait des images d'inclusion de différentes duretés, en filmant l'onde lente par l'onde rapide, et en décodant avec l'algorithme local, on fait des images. Alors, ça, c'était bien, on l'a utilisé à l'hôpital, on utilisait un vibreur qui donnait un coup sur le sein, un petit coup, l'amplitude c'était 100 microns, on voyait une onde de cisaillement, on la filmait, et après on la décodait. Ça prenait 1 heure au labo pour faire tous les algorithmes, et on faisait une image. Et les médecins trouvaient ça très intéressant comme contraste, mais nous reprochaient la lourdeur du système qui avait un vibreur pour créer les ondes de cisaillement. Alors, un peu plus tard, on a eu l'idée d'utiliser quelque chose que Armen Sarvazian et que d'autres équipes avaient utilisé, mais sans faire de l'imagerie ultra rapide, c'est la pression de radiation des ultrasons. Il avait pensé pour des choses très différentes de nous, mais on a décidé de marier deux choses. Notre sonde piézoélectrique qui peut faire 5000 images par seconde du corps humain, mesurer tous les déplacements, mais pour créer l'onde de cisaillement, on va utiliser cette fameuse pression de radiation ultrasonore. Et cette pression, l'idée est la suivante. On va focaliser un faisceau d'ultrasons avec tous nos transducteurs piézoélectriques. On connaît la vitesse des ultrasons, donc c'est très facile de focaliser. On décide de focaliser à 2 cm de profondeur. Mais là, au lieu d'envoyer juste une oscillation ultrasonore qui dure 1 microseconde, on va envoyer un train d'oscillation long. Ce train peut durer 100 microsecondes ou même 1 milliseconde. Et donc, pendant 1 milliseconde, on va envoyer des ultrasons. Et l'effet non linéaire qui existe dans les tissus, ou l'effet d'absorption qui bouffe une partie de la quantité de mouvement de vos ondes, va faire la chose suivante. Ça va créer une force lente qui va être à la fréquence basse de votre modulation, et cette force va être une poussée vers le bas. Si ma sonde émet vers le bas, ça va être une poussée. Et c'est une force qui dépend du carré de la pression ultrasonore. Et c'est une force qui va déplacer les tissus de 10 microns typiquement. Donc quand vous prenez votre faisceau, si je le mets sur le sein d'une patiente, à distance, à 2 cm, je vais déplacer pendant 1 milliseconde de 10 microns les tissus. Et quand je relâche la poussée, eh bien, les tissus
ont été poussés, se sont déplacés de 10 microns. Quand je relâche, les tissus reviennent à l'équilibre. Et quand ils reviennent à l'équilibre, j'ai créé un tout petit tremblement de sein. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est juste une petite faille qui a coulissé. J'ai fait ça. Et ça me génère automatiquement une onde de cisaillement. Et cette onde de cisaillement se répand dans tous les tissus et je peux la filmer. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, cette onde de cisaillement, bien que je parle de microséisme, ce n'est pas un séisme destructeur. Les déplacements des tissus de quelques microns, on les a sans arrêt avec les veines et les artères qui battent. On les a, dès qu'on utilise le Doppler, on a ces déplacements. Ces ondes de cisaillement, bien qu'à grande amplitude, elles peuvent détruire le corps et peuvent détruire des villes, ici, elles ne détruisent rien. Elles sont très faibles, mais comme j'ai une caméra qui va les filmer, il se passe des choses intéressantes. Et donc, quand j'ai ma barrette de transducteur, je crée d'abord un micro-coup qui crée une onde de cisaillement, elle part, et maintenant je la filme. Et quand je regarde le film, quelle tête il a? Eh bien, si je regarde un film, au lieu d'avoir par exemple 30 images par seconde, à un moment donné, entre deux images standards d'un échographe, brusquement je passe dans une phase d'imagerie ultra rapide. Là, je vais passer à 5000 images par seconde, et je vais faire une toute petite zone de poussée qui va créer mon microséisme. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que je crée de ce point une onde, et je vois une onde que je filme, et je vois le film en micron. Ce film dure 20 millisecondes, c'est 1/50e de seconde, c'est un film qu'aucun échographe ne voit, parce que les échographes donnent 50 images par seconde, ils ne peuvent pas voir ce film qui dure moins que le temps qu'il y a entre deux images. J'ai ce petit film, je l'ai filmé. Et ce film, je vois qu'il ressemble au diagramme d'une antenne dipolaire. Vous savez qu'en électromagnétisme, quand vous avez une petite antenne de téléphone, c'est un petit dipôle et il vous envoie une onde comme ça. Et vous voyez ici que j'ai créé à l'intérieur du corps humain une onde de cisaillement qui a un diagramme dipolaire qui se répand et cette onde s'atténue. Et je la filme. Et cette onde, je voudrais qu'elle puisse se promener dans tout un organe, tout le sein, tout le foie, ou même le cœur, ou même les artères. Et donc, pour créer une onde qui ne s'atténue pas, eh bien, le mot supersonique arrive là. On a eu l'idée suivante, c'est que notre réseau de transducteurs, on va le faire focaliser à une profondeur, il va créer un microséisme. Ce microséisme crée une onde de cisaillement qui se promène à 1 ou 2 mètres par seconde. Elle part. Mais j'en crée tout de suite un peu plus loin. Électroniquement, je change ma focale. Je fais un zoom électronique et je déplace mon point focal, mais je déplace le point focal, c'est-à-dire la source, à une vitesse supersonique par rapport à la vitesse de l'onde que je crée. Si je déplace mon point à 6 mètres par seconde et je crée une onde à 2 mètres par seconde, eh bien, c'est comme un avion qui passe le mur du son. Avant, il ne fait pas trop de bruit, il fait du bruit. Et puis, dès qu'il passe le mur du son, s'il est à Mach 2 ou à Mach 3, brusquement, tous les bruits s'alignent sur un cône, qu'on appelle le cône de Mach. Et là, il y a un bruit fort. Et vous l'entendez très bien. Et c'est exactement ce principe où, quand l'avion dépasse la vitesse du son, vous voyez un cône qui a un angle qui dépend du Mach de l'avion. Et donc ici, on va créer dans le corps humain à distance une source parfaitement virtuelle que personne ne voit, mais elle existe. C'est un petit déplacement qui avance à une vitesse supersonique. Et il va créer une onde qui va vous créer une magnifique onde conique, mais qui est ample, qui a une amplitude forte. Et les 10 microns que vous créez là, vous les retrouvez là. C'est-à-dire que vous avez des déplacements qui vont pouvoir, au lieu de se dégrader très vite comme dans une onde dipolaire ou sphérique qui s'atténue, ici vous allez conserver une onde d'amplitude forte. Et alors, vous pouvez regarder ça. Ici, ça c'était par exemple, on promène une source à Mach 3, voilà le champ qui est rayonné. On va faire la même chose dans une source qu'on va promener à Mach 10. Donc là, on fait déplacer le point très vite et on voit la source qui part. Bon, ça c'est des films qu'on obtenait avec notre ancienne génération de machines, mais qui nous ont montré que les principes marchaient. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé après à l'étape d'après. Quand Supersonic Imaging est arrivé, la compagnie qui a été créée par Jacques Souquet, on a fait des échographes bien meilleurs que notre échographe de labo. Et je reviendrai là-dessus. Et typiquement, l'image que vous avez, voilà un fantôme de tissu biologique où il y a une inclusion dure au milieu d'une partie molle. Vous voyez à l'échographie quand même un contraste parce que le fantôme n'est pas parfait. L'inclusion n'était pas idéale et donc on voyait le défaut. Mais quand vous regardez maintenant le film de l'onde de cisaillement là-dedans, c'est un cône à Mach 3, vous voyez que l'onde de cisaillement part, vous la filmez, mais vous observez le champ, je vous le repasse une dernière fois, excusez-moi, mais vous observez que le champ se déforme ici. Pourquoi ? Parce que brusquement il passe sur un organe où la vitesse de l'onde de cisaillement est très différente. Et quand vous avez ce film, à chaque endroit, vous calculez les dérivées secondes de temps et d'espace et vous en déduisez la vitesse de l'onde de cisaillement.
et le module de cisaillement. Et paf, ça vous donne une image qui est comme ça. Vous avez une image maintenant du module de cisaillement, mais si vous voyez l'image, vous l'avez avec la résolution des ultrasons. Vous avez l'image d'un contraste qui est le contraste de cisaillement qui vous intéresse. L'onde qui était émise avait une longueur d'onde de 2 cm. Elle était inutilisable seule pour faire une image, mais le fait de la filmer avec une autre onde change tout. Et ce film, en plus, est ultra rapide, 20 millisecondes. Rien n'a le temps de bouger quand vous faites ça. C'est une espèce d'instantané d'un petit film qui vous donne le module de cisaillement. Et alors, vous pouvez comprendre ça aussi ici. Ce mode d'imagerie assez révolutionnaire vous permet d'obtenir ce qui s'appelle de la super résolution. Vous savez que tout système d'imagerie vous donne une résolution habituellement qui est limitée par la longueur d'onde. Ici, les choses sont différentes puisque vous avez un film que vous observez, mais ce film, vous pouvez l'observer à l'intérieur du corps humain et vous avez des points qui sont distants les uns des autres du millimètre. C'est-à-dire, vous voyez comment cette onde interagit avec les obstacles, vous avez accès aux champs proches de tous les obstacles, et notre algorithme d'inversion est un algorithme local. Et contrairement à la tomographie de la Terre, en tomographie de la Terre, quand il y a un séisme, vous n'avez que des stations à la surface de la Terre, mais vous n'avez pas des stations à l'intérieur. Ici, grâce aux ultrasons qui voient les mouvements du speckle ou des diffuseurs, c'est comme si vous aviez des antennes situées à l'intérieur des organes. Mais en fait, ce n'est pas des antennes, c'est les mouvements des diffuseurs induits par les ultrasons, mais induits par l'onde de cisaillement, mais vus par les ultrasons. Et donc, on a accès à ce qui s'appelle au champ proche des organes, bien que nous soyons dans le champ lointain, à la fois des ultrasons et à la fois de l'onde de cisaillement. Mais le film qu'on obtient est unique. Il n'existe pas d'autres exemples, je crois, aujourd'hui, de films d'une onde qu'on peut obtenir dans tout le volume d'un milieu. Alors, quand vous avez ce film, évidemment, vous pouvez faire beaucoup de choses bien. Et ce que vous pouvez faire, et Jacques Souquet va vous en parler, c'est que vous pouvez, plutôt que de partir aux États-Unis, convaincre nos amis qui étaient partis aux États-Unis. Jacques Souquet était le grand maître de l'imagerie médicale aux États-Unis depuis 22 ans, et il était le patron de la recherche et développement de Philips Medical System. Et moi, j'essayais de vendre ces idées à Philips, à GE et à Siemens, qui nous disaient c'est très joli votre truc, mais c'est un truc de laboratoire et on n'en veut pas. Et Jacques a pris le risque de se dire c'est pas mal, et l'imagerie multi-onde a un avenir, je reviens en France et je monte une société. Il va vous en parler plus que moi. Et il a monté cette société, et c'est pas vieux, septembre 2005, il y a déjà 100 personnes, il y a eu 2 levées de fonds impressionnantes, 10 millions et 26 millions d'euros, et il y a un produit maintenant superbe qui, nous espérons, va inonder le marché mondial. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même ce que ça nous a permis, nous, universitaires, avec des locaux pas géniaux, si vous venez vous visiter, vous verrez, dans nos petits locaux, d'avoir une société brusquement qui se mette à travailler avec nous. Notre appareil de base, qui était une électronique de retournement temporel, c'était cette énorme usine à gaz qui est là, mais n'empêche qu'avec ça, on a démontré 25 000 trucs. Mais aucun grand de l'imagerie médicale n'a été convaincu que ça valait la peine, parce qu'il disait on veut voir ça sur des milliers de patients. Bon. Quand Jacques est arrivé, d'une part, on a appris à modifier des électroniques Philips pour pouvoir tester sur un échographe déjà mieux le principe. Donc, on a commencé à voir que vraiment ce qu'on disait, ça avait un sens. Et puis après, Supersonic a fabriqué le prototype V1, puis après V2, V1 carré, et puis l'Explorer qui maintenant est lancé. Et un des intérêts majeurs, regardez, nous, les films qu'on faisait au labo, c'était ces films, on envoyait notre onde de cisaillement, on voyait ça. Mais il fallait 45 minutes quand on avait fait une acquisition ultra rapide pour traiter la formation de voix, les calculs de vitesse et tout. Quand SSI, Supersonic Imaging, est arrivé, ils ont d'abord fait un échographe qui avait une sensibilité bien meilleure que la nôtre, une dynamique bien meilleure, mais surtout, le traitement de reconstruction, maintenant, ne prenait que quelques secondes. Et puis, un peu plus tard, SSI a joué sur les cartes de jeux vidéo, les dernières cartes NVIDIA qui permettent de faire des calculs monstrueux. Et aujourd'hui, on met la sonde directement sur le patient et on a plusieurs fois par seconde, maintenant la cadence est encore plus grande, directement l'imagerie d'élasticité. C'est-à-dire, à partir de ces images d'échographes qui étaient quand même pas toujours très belles, on arrive dans un domaine où on a des images assez parfaites, qui sont en plus archi-quantitatives, elles vous donnent en kilopascal la valeur de la dureté. Alors quand on a eu ça, on a... Je ne sais plus combien de temps il me reste, mais il me reste encore 10 minutes, disons.
avant que je passe la parole à Jacques. Alors, ces images sont très intéressantes. Par exemple, si vous avez une zone où vous avez un kyste dur au milieu duquel il y a une zone liquide, dans la zone liquide, les ondes de cisaillement ne se propagent pas. Et on le voit tout de suite. Et on peut très bien avoir la partie dure, connaître la partie liquide. Et puis, évidemment, on a commencé à regarder, mais Jacques va vous montrer plus de choses que moi. Avec les premiers appareils, la deuxième génération de prototypes, on a commencé à faire des essais à Curie avec Alexandra Athanasiou et l'équipe d'Anne Tardivon. Et donc, sur des patientes, on a commencé à envoyer des ondes et à faire ces petits films. Et quand on voit ces films, c'est difficile de traiter ce film. Mais une fois qu'on traite le film, on voit, tiens, là, c'est un cas où il y avait une zone dure. Bon, mais ça, c'était nos premiers protos qui n'étaient pas géniaux. Et puis, quand la machine, l'Explorer est arrivé, là, c'est assez intéressant. Je vous montre 2-3 exemples très rapidement, mais Jacques va en montrer plus. Ici, on voit bien sur l'échographie quelque chose qui ressemble à un fibroadénome, mais ça peut être autre chose. L'imagerie d'élasticité montre que l'élasticité est très basse. Il n'y a pas de zone qui monte au rouge. Et après, la biopsie montre que c'était un fibroadénome. Mais maintenant, ici, sur une image d'échographie qui n'est pas très bonne, là, on voit 2 petites zones dures. Et en fait, ces zones se sont révélées des carcinomes que nous, on voyait très bien, mais qu'on ne voyait pas du tout sur l'image standard d'échographie. Et des choses tout à fait étonnantes qu'on voit, par exemple, ici sur une image d'échographie, on voit qu'il y a quelque chose de pas normal, mais quand on voit la patiente, sur des zones qui n'ont rien à voir spatialement avec les zones de l'échographie, on voit ici une zone très dure, 150 kPa, qui entoure une zone qui est redevenue molle, et en fait, ce sont des tumeurs qui ont été... l'intérieur de la tumeur a été nécrosé, et elle redevient molle. Et on peut suivre vraiment l'évolution de tout ça. Alors, quand on voit ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de possibilités. Vous verrez, Jacques vous expliquera la stratégie là-dessus. Mais on a utilisé ça aussi pour d'autres applications, puisqu'on peut faire 5000 images par seconde, on peut aussi faire des images vasculaires ou cardiaques. Et Jacques vous racontera d'ailleurs qu'un médecin aux États-Unis qui avait reçu l'appareil pour faire du sein l'a mis sur sa carotide. Et il s'est rendu compte brusquement que sur sa carotide, il créait des ondes de cisaillement et il voyait la vitesse. Et je vous montre juste ici des petites choses. Ici, c'est 10 fois pendant le cycle cardiaque, on voit sur une carotide, bon là le film est très lent, on voit des ondes qui se déplacent. Et la carotide elle-même, elle bat pendant la diastole et la systole, c'est-à-dire que la carotide, sa dureté change pendant le cycle cardiaque. Et en même temps, on peut générer une onde et voir sa vitesse. Et en suivant la vitesse, on peut trouver, c'est quelque chose qu'on fait avec l'hôpital européen, on peut trouver la vitesse de l'onde qui circule le long de la carotide pendant le cycle cardiaque. On voit qu'elle passe de 9 mètres par seconde à 8 mètres par seconde. Et donc, suivant l'évolution de l'élasticité est très importante. L'élasticité elle-même est très importante pour comprendre la présence d'une tumeur, mais l'évolution de l'élasticité au cours du cycle cardiaque, quand le sang arrive, est très importante pour comprendre comment les vaisseaux et comment le cœur se comportent. Et ici, par exemple, on voit, excusez-moi, là, je vais aller peut-être un peu vite, oui, on voit sur l'image échographique de cette carotide, on voit la fourche, on voit ici qu'il y a quelque chose de pas normal sur une image échographique, mais sur l'image d'élasticité, en mesurant la vitesse de l'onde, on voit tout de suite que cette zone, 150 kPa, c'est la zone dure, et on peut suivre ça. Alors, on peut étudier d'ailleurs les ondes qui se promènent le long des artères, et ce sont des ondes qu'on appelle des ondes de Lamb, parce que ce sont des ondes guidées, et ces ondes de Lamb ont des vitesses assez spéciales, et Michael Tanter, Mathieu Quad, Mathieu Pernaut, c'est avec Supersonic, a étudié la vitesse de ces ondes dans les artères, et on a trouvé que ces ondes ont une vitesse qui dépend de la fréquence à laquelle elles sont générées. Et comme on peut générer des fréquences entre 0 et 200 Hz, on peut, en suivant la vitesse de ces ondes, avoir ce qui s'appelle la relation de dispersion de ces ondes et obtenir beaucoup d'informations sur ces artères. Et on peut trouver non seulement l'information sur l'élasticité, mais aussi la viscosité des artères. C'est quelque chose qu'on est en train de faire. Bon, l'image du cœur, ça c'est... Je vous montre juste, mais... le cœur est un organe aussi dans lequel les potentiels électriques génèrent des contractions et génèrent des ondes de cisaillement. Et aujourd'hui, avec le prototype, le nouveau prototype que Supersonic vient de faire, mais qui n'est pas encore tout à fait au point, on peut faire 1600 images par seconde de l'intérieur du cœur, et ces ondes, on commence à les observer. Là, ici, le film est passé au ralenti, mais on va beaucoup exploiter ça dans les
semaines qui viennent et dans les mois qui viennent pour comprendre mieux la dynamique des ondes de cisaillement dans le cœur. Et il y a certainement énormément de choses à faire là-dessus. Bon, je ne vous montre pas plus là-dessus, mais quand même, ce que je peux vous dire, c'est que cette image permet de faire une image d'élasticité, mais on peut aller plus loin que l'élasticité. Pourquoi ? Parce que, regardez le foie. Ici, on prend le foie d'un patient qui est un chercheur du labo. Ici, on va générer une onde de cisaillement et on va observer cette onde. D'ailleurs, on voit au passage qu'ici, il y a dans une artère de la turbulence, parce que l'onde de cisaillement ne peut pas se propager. Mais quand on a ce film, on peut le décoder, ce film. On peut mesurer la vitesse à différents endroits, et on peut mesurer la vitesse à la fois ici dans la couche musculaire et ici dans le foie. Et on peut mesurer cette vitesse pour des ondes de cisaillement qui ont des fréquences de l'ordre de quelques centaines de hertz. Et si vous mesurez par exemple la vitesse moyenne pour ce patient, vous voyez qu'en gros, le module du foie, c'est 5 kPa. Et là, ici, dans le muscle, on voit que c'est beaucoup plus élevé. Les modules sont de l'ordre de 150 kPa. La vitesse des ondes de cisaillement est bien plus grande dans les muscles. Et dans les muscles, c'est très anisotrope, suivant qu'on est le long des fibres ou perpendiculairement aux fibres. Mais ce qu'on peut faire de très intéressant, c'est la chose suivante. Les ondes de cisaillement dont je vous ai parlé, elles se propagent, mais elles ont une vitesse qui dépend de la fréquence. Pourquoi ? Parce que je vous ai donné une formule. V, la vitesse des ondes de cisaillement, c'est racine de mu sur ρ. Ça, c'était dans un milieu où il n'y a pas de dissipation. Mais comme dans les vrais milieux, il y a de la viscosité, on peut avoir, quand vous observez le film d'une onde de cisaillement, à un temps, elle est là, à un autre temps, elle est là, à un autre temps, elle est là. Vous pouvez prendre 3 points, A, B, C, et regardez l'onde de cisaillement qui passe à ces 3 points. Et si vous regardez l'onde de cisaillement, si elle est générée là, si vous la regardez, non plutôt si elle est générée près de A, si vous la regardez près de A, l'onde de cisaillement est belle, ample. Au point B, elle a pris du retard, parce qu'il a fallu un certain temps pour qu'elle arrive, mais elle a changé de spectre. Au point C, elle a changé de spectre. Et quand vous avez ça, vous voyez que ces signaux, ce sont des signaux brefs qui ont un spectre large. Ça veut dire qu'on n'envoie pas que des ondes de cisaillement à 100 Hz, mais on envoie en gros un spectre entre 50 et 400 Hz. Ça veut dire que vous envoyez des ondes de cisaillement de toute fréquence dans le corps humain. Et si maintenant vous allez essayer, à partir de ces films, de trouver la vitesse à chaque fréquence du spectre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la relation de dispersion des vitesses de phase, vous pouvez le faire parce que vous envoyez des ondes planes dans le corps humain, ces ondes de cisaillement sont quasi planes, et vous pouvez regarder à une fréquence ou à une autre fréquence à quelle vitesse la phase de l'onde tourne. Et ça va vous donner la vitesse des ondes de cisaillement entre 100 Hz et 400 Hz. Et vous allez voir que sur un foie sain, la vitesse est de l'ordre de 1,8 m par seconde à 150 Hz, mais elle monte jusqu'à 3 mètres par seconde à plus haute fréquence. Et vous allez voir une pente. Et cette pente vient du fait que les ondes de cisaillement ne sont pas des ondes purement élastiques. La viscosité fait que quand vous augmentez la fréquence, il y a un temps de retard dû à un temps de relaxation des tissus. Quand vous tapez sur un tissu, il change d'épaisseur, mais il faut un certain temps. Et on a accès au temps de relaxation des tissus comme ça. Et on peut le faire sur un fantôme non visqueux, là, il n'y a pas de relation de dispersion. Sur un gel très visqueux, il y a une relation de dispersion. Et avec ça, on s'est intéressé aux relations de dispersion dans le foie. Et si on se met dans différentes zones du foie, on voit que la relation de dispersion est la même. Ça, c'est des foies sains. Mais si on se met dans le muscle, le long des fibres, il n'y a pas de relation de dispersion. Et on a trouvé des choses extrêmement intéressantes sur les fibres dans le corps humain, sur la viscosité des fibres et l'élasticité. Elle n'est pas la même suivant qu'on se propage le long des fibres ou perpendiculairement. Il y a une très grande viscosité des fibres en mode transverse, c'est-à-dire que c'est pour bloquer les chocs. Par contre, en mode longitudinal, les fibres ont très peu d'atténuation. Et on peut mesurer tout ça, et cet appareil va permettre de mesurer beaucoup de choses. Bon, disons, la nouveauté, c'est que c'est un appareil qui fait de l'imagerie à très large spectre. Le spectre des fréquences qu'on utilise est grand. Et en suivant la relation de dispersion, on va pouvoir faire une imagerie non pas que du module d'élasticité, mais aussi du module de viscosité. Et on va même pouvoir se poser la question, quelle est la rhéologie des tissus ? Est-ce que les tissus sont ce qu'on appelle des solides de Voigt ou des solides de Maxwell, c'est-à-dire comment ils répondent ? Et en fait, on se rend compte que les tissus, leur architecture un peu fractale, fait que la rhéologie des tissus, c'est-à-dire la façon dont la vitesse de phase et l'atténuation dépendent de la fréquence, est assez compliquée. Et on pense qu'on aura peut-être des indicateurs intéressants sur la rhéologie des tissus dans le futur. Juste une chose, regardez ce fantôme
dans lequel il y a une inclusion d'agar ici et une inclusion visqueuse. Si je fais la mesure d'élasticité à la fréquence 100 Hz en regardant la vitesse des ondes de cisaillement à 100 Hz, cette zone et cette zone me donnent la même vitesse. C'est-à-dire que si je n'observais le module de cisaillement que senti par une onde à 100 Hz, je croirais que ces deux milieux sont les mêmes. Mais si j'envoie un large spectre et je compare entre 100 Hz et 600 Hz comment varie la vitesse des ondes de cisaillement ici et comment elle varie là, je vois que là, je n'ai pas le même milieu. Donc on voit que notre appareil apporte quelque chose déjà pour faire l'image d'élasticité, mais il pourra apporter après l'information de viscosité. Bon, et on pourra se poser la question, quel est le bon modèle viscoélastique des tissus ? Et aujourd'hui, personne ne le connaît, parce qu'aujourd'hui, la viscosité, disons, ce qu'on appelle la rhéologie des tissus n'a été étudiée que sur des tissus morts. Et les tissus morts ne sont plus du tout les mêmes que les tissus vivants. Et avec cet appareil, on pourra, je pense, mesurer sur des zones de l'ordre du millimètre la vraie rhéologie des tissus. Et on comprendra certainement beaucoup de choses au niveau de la matière molle et de sa structuration. Bon, alors tout ça, ça peut se faire en 3D. Je vais arrêter parce que Jacques va être fou, parce que j'aurais pris toute sa partie. Mais tu avais un truc en 3D ou pas là ? Bon, oui, là, notre sonde qui fait ces 5000 images par seconde, elle peut en même temps pivoter dans un système qu'on appelle un wobbler, et donc on peut la mettre sur le corps humain pour faire une imagerie tridimensionnelle tout de suite. Ça a été fait par Supersonic Imaging. Et là, on fait cette image, et à partir de cette image tridimensionnelle, on peut faire des images d'élasticité d'organes, et on voit en 3 dimensions l'organe. Dans quelques années, on peut dire dans 2 ans, on aura peut-être des matrices bidimensionnelles de transducteurs piézoélectriques. C'est une des choses c'est le projet ultracardio que vous développez, pour pouvoir faire une image 3D de l'élasticité à toute allure, disons. Et juste une chose intéressante pour conclure, une des méthodes pleines d'avenir qui utilise les ultrasons, c'est la thérapie par ultrasons. Vous pouvez brûler des tumeurs à distance en focalisant des ultrasons, en mettant des énergies bien plus fortes que les énergies que je mettais là dans cet appareil. Et le grand problème des gens qui brûlent les tissus à distance, ça se fait dans la prostate, et on va le faire sur le cerveau, et ça va se faire dans le foie et dans les organes, c'est d'être sûr qu'on a bien brûlé la zone qu'on veut détruire pour être sûr que les tissus ont été bien nécrosés. Et une chose extrêmement intéressante, c'est que quand vous avez brûlé des tissus, vous dénaturez les protéines des tissus au-dessus de 65 degrés, et quand vous passez quelques secondes à cette température, vous cassez toutes les liaisons entre toutes les cellules et le système change complètement. Et vous savez que quand vous cuisez votre viande, elle n'a pas du tout la même dureté avant ou après la cuisson. Et en fait, ce qu'on a étudié, c'est lorsqu'on fait une nécrose par ultrason dans une zone, lorsqu'on mesure l'élasticité de la zone avant et après, l'élasticité change d'un facteur, en gros, d'un facteur 4. Et lorsqu'on a ça, on peut faire ça en exploration tridimensionnelle. Pour le moment, on l'a fait avec un système. On a brûlé dans du poulet une zone et on va explorer après la carte de la zone brûlée. Et cette carte, on la voit en carte d'élasticité. Et à partir de cette carte d'élasticité, on peut faire de la segmentation d'images, et après, on peut montrer exactement la forme de la nécrose qu'on a fait dans les tissus. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé. L'avenir des techniques de HIFU, ça s'appelle High Intensity Focus Ultrasound, l'avenir de ces techniques sera des techniques où on peut d'abord choisir l'endroit où il faut détruire, et après monitorer le résultat de... Et la société Supersonic Imaging que Jacques a créée, une de nos volontés, c'est de développer des appareils d'imagerie multi-ondes, mais en même temps de les coupler à des appareils de thérapie pour pouvoir peut-être proposer des solutions multi-ondes où on verra l'ensemble, on verra à 3D l'organe à détruire, et puis après on le détruira, et après on vérifiera qu'il est bien détruit. Le jour où on saura faire ça, Supersonic sera un des grands dans le monde de l'imagerie et de la thérapie médicale. Voilà, donc j'arrête mon topo là.